Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Leïla Copti, présidente de Copticom Stratégie Relations publiques et je vous souhaite la bienvenue à l'Agora métropolitaine 2021. Alors, l'Agora métropolitaine, c'est ce rendez-vous que la société civile et les élus du Grand Montréal se donnent aux 2 ans pour suivre l'évolution du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PEMAD, de la CMM. PEMAD qui a maintenant 10 ans. Alors, la formule de l'Agora est différente cette année en raison du contexte sanitaire. Alors, on fait des rendez-vous virtuels à tous les vendredis matins sur des thématiques précises, des rendez-vous qui sont vraiment accessibles à tous. On a déjà eu 4 webinaires dans les 4 dernières semaines. Donc, le premier sur comment freiner l'étalement urbain. Le deuxième sur comment diversifier les sources de financement des transports collectifs pour permettre aux municipalités de développer et de maintenir des services de qualité auprès des citoyens. Un troisième webinaire sur la densification intelligente et la protection des milieux naturels. Et enfin, la semaine dernière, on a parlé de la mise en valeur de notre territoire agricole. Et aujourd'hui, on va parler du rôle de l'aménagement du territoire dans une perspective d'urgence climatique, de transition écologique et de résilience pour la région métropolitaine. Résilience tant en matière d'aménagement, d'adaptation au changement climatique, avec les multiplications des événements critiques qu'on a dans les dernières années, comme les vagues de chaleur extrêmes, la sécheresse, les inondations, mais aussi la résilience en matière de crise sanitaire, comme on le vit depuis plus d'1 an avec la pandémie. Alors, au cœur des préoccupations, évidemment, c'est la qualité de vie des citoyens, la protection des populations plus vulnérables, qui sont toujours les plus affectées en période de crise, et aussi la préoccupation du maintien et de l'amélioration des services essentiels qui sont à la base des besoins de tous les citoyens, se nourrir, se loger, se déplacer, avoir accès à des espaces verts, se sentir en sécurité, bref. Et donc, évidemment, la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique sont au cœur du plan métropolitain d'aménagement et de développement et plusieurs objectifs qui y sont liés. Entre autres, d'orienter 60% la croissance des ménages dans les aires TOD d'ici 2031, de hausser la part modale à 30%, les déplacements effectués le matin en transport collectif d'ici 2031. L'objectif de favoriser la mobilité active à l'échelle métropolitaine, aussi en matière d'adaptation, c'est d'identifier les contraintes majeures qui concernent le territoire de plusieurs MRC, c'est ça, dans une perspective d'adaptation. La protection aussi de 17% du territoire du Grand Montréal et la protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Alors, il y a des plans, plusieurs programmes de projets qui sont mis de l'avant par la communauté qui participe à l'atteinte de ces objectifs-là, comme le programme pour l'aménagement de quartier Todd, la mise en place du réseau vélo métropolitain, le programme de la trame verte et bleue du Grand Montréal, le plan de gestion des matières résiduelles. Mais c'est surtout la rapidité avec laquelle ces programmes, ces projets sont mis en œuvre qui va faire une vraie différence dans la lutte au changement climatique et aussi en période de crise. En décembre 2018, d'ailleurs, le Conseil de la CMM reconnaissait implicitement l'importance d'agir rapidement en adoptant une résolution qui vise à justement reconnaître que les transitions rapides et de grande envergure dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme étaient nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC. Avec les épisodes d'inondation de 2018, de 2019, la CMM a aussi développé une expertise unique au Québec, une approche de gestion des inondations par le risque qui tient compte de tous les facteurs de risque plutôt que l'approche traditionnelle basée sur la probabilité d'occurrence de crues qui est utilisée depuis très longtemps au Québec. Alors, pour mettre la table sur le dossier, on écoute les 2 vidéos préparées par la CMM. Les enjeux associés au changement climatique se divisent en 2 grandes catégories. D'un côté, il y a les causes du dérèglement du climat, qui sont essentiellement les gaz à effet de serre provenant de l'activité humaine, et de l'autre, les impacts que ces changements climatiques ont sur les milieux de vie, la santé des populations, les infrastructures, l'activité économique et l'environnement. Pour intégrer ces enjeux dans nos plans, dans nos décisions et nos façons de faire, il faut donc une stratégie qui s'articule à la fois autour de la réduction des émissions de GES et de l'adaptation au changement climatique. Pour réduire nos émissions de GES, il faut réduire notre consommation d'énergie de sources fossiles, c'est-à-dire les produits pétroliers et le gaz naturel. Au Québec, c'est le secteur des transports qui est le plus grand consommateur de produits pétroliers et donc le secteur où il faut prioriser nos interventions si on souhaite voir une diminution de nos GES. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, on parle du fait de s'ajuster aux nouvelles réalités climatiques de manière à limiter les conséquences négatives qui accompagnent ces bouleversements du climat. La démarche d'adaptation nécessite de s'informer sur les changements climatiques anticipés sur notre territoire et d'analyser les différents facteurs de vulnérabilité qui viennent amplifier les impacts négatifs associés à ces changements. Par exemple, on sait que les épisodes de chaleur accablante seront de plus en plus intenses et fréquents, alors on a tout avantage à verdir et déminéraliser nos surfaces pour réduire l'effet d'îlots de chaleur dont les effets sur la santé peuvent être significatifs. S'adapter au changement climatique, c'est une manière d'accroître notre résilience. La mise en œuvre du PMAD contribue à la réduction des émissions de GES et à l'adaptation au changement climatique par le biais de différents objectifs et critères qui favorisent notamment les transports collectifs et actifs ou encore la protection des milieux naturels qui nous offrent des services écologiques contribuant à réduire notre propre vulnérabilité. Plusieurs autres plans, programmes et projets mis de l'avant par la communauté participent également à l'atteinte de ces objectifs. On pense par exemple au programme pour l'aménagement de quartier Todd, à la mise en place du réseau vélo métropolitain et au programme de la trame verte et bleue du Grand Montréal. Reconnaissant l'urgence climatique et témoignant de sa volonté d'en faire davantage, la communauté métropolitaine de Montréal déposera prochainement le rapport de sa commission de l'environnement, dans lequel figureront plusieurs recommandations visant à participer à la transition énergétique et à rendre notre collectivité plus résiliente. Depuis plus d'1 an, on a dû réfléchir à nos pratiques en aménagement du territoire en urbanisme. D'abord en réaction à la situation d'urgence qui s'imposait, mais aussi à plus long terme. Dès le début de la pandémie, la commission de l'aménagement de la CMM a été mandatée pour réfléchir à un aménagement du territoire mieux adapté aux enjeux de santé publique dans un contexte d'épidémie et de pandémie. Ce mandat-là a donné lieu à beaucoup d'échanges et beaucoup de bonnes idées qui ont émergé et qui ont pu être explorées en collaboration avec différents intervenants, dont les représentants de la santé publique. Tout ça nous a amené à réfléchir aux gestes à poser en matière d'aménagement et d'urbanisme en lien avec les enjeux de santé publique, notamment en matière de résilience, de participation citoyenne, de monitoring, etc. Tout au long de ces travaux, en
fait, la Commission est en mesure de constater que la pandémie actuelle demeure une excellente opportunité pour réfléchir à une meilleure pratique en aménagement et en urbanisme en lien avec la santé publique. Et en fait, pourquoi pas en faire un laboratoire urbain d'exploration. Donc, je vous laisse là-dessus. Bon webinaire. Alors voilà qui met la table. La crise sanitaire qu'on vit actuellement met en évidence les lacunes identifiées depuis longtemps, mais qui sont vraiment maintenant criantes. Qu'on parle des déserts alimentaires, des îlots de chaleur, le manque d'accès aux espaces verts, le manque d'espace ou d'aménagement adapté pour une meilleure accessibilité, que ce soit pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, ou des aménagements qui permettent la distanciation à 2 mètres. La crise sanitaire également, comme toutes les crises précédentes qu'on a vécues dans les dernières années, on se rappelle notamment les vagues de chaleur en 2018 qui a causé la mort de plus de 60 citoyens juste sur l'île de Montréal, et aussi ou bien les inondations de 2017-2019 qui ont causé des dégâts incroyables. Tout ça nous démontre à quel point les villes sont aux premières loges de toutes ces catastrophes et de toute la pression qu'ont justement les municipalités pour répondre aux besoins de leurs citoyens et jouer pleinement leur rôle de gouvernement de proximité. Donc, des enjeux, des questions qu'on doit garder en tête et qu'on doit absolument considérer alors que le gouvernement du Québec entame l'élaboration de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Avant de vous présenter les panélistes, je vous précise qu'on va vous poser des questions tout au long de l'échange et on vous invite à y répondre à grand nombre. En temps réel, on va commenter les résultats au fur et à mesure. Et pour voir les questions qui sont posées, suffit de quitter le mode de plein écran. Et je vous pose déjà cette première question. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? La pandémie va changer nos façons de planifier et d'organiser nos villes et nos territoires. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers d'aujourd'hui. Monsieur Jérôme Normand, membre du Conseil de la Ville de Montréal et président de la Commission de l'aménagement de la CMM. Bonjour. Bonjour. Monsieur Aram Elagos, membre du Conseil de la Ville de Laval et président de la Commission de l'environnement de la CMM. Bonjour. Monsieur Denis Martin, maire de Deux-Montagnes. Bonjour. Et Monsieur Martin Murray, maire de la ville de Saint-Bruno de Montarville et membre du conseil de la CMM. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Normand, je vais commencer avec vous. Vous êtes président de la commission de l'aménagement. Vous avez présidé aussi l'Agora de 2018. Aujourd'hui, on a 10 ans de PEMAD derrière la cravate. On a des épisodes d'inondation, de chaleur extrême et 1 an de pandémie dans le corps aussi. Quels sont les gains de toute cette concertation entourant le PEMAD sur l'aménagement à l'échelle métropolitaine pour améliorer la résilience de la région, accélérer la transition énergétique qui est plus urgente que jamais? C'est quoi vos constats là-dessus? Tu sais, moi, je viens du milieu de l'éducation à l'environnement. C'est ça que le premier gain que je constate à travers tous les travaux que la Commission a menés, notamment sur les inondations, puis maintenant sur les enjeux d'aménagement en lien avec la santé publique en contexte de pandémie, mais aussi en lien avec le rôle qu'on a à la Commission d'être le gardien des objectifs du PEMAD. Je dirais que c'est le consensus. C'est les gains en sensibilisation, en éducation qu'on a fait. Puis, je le vois comme à 3 niveaux. Le premier, c'est au niveau scientifique. Il y a plus, on ne challenge plus les positions de la santé publique ou les positions du GIEC, par exemple, sur les bienfaits qu'apporte le maintien de la préservation de la biodiversité, la protection des espaces naturels. On en a fait la liste déjà dans les petites vidéos, puis dans votre introduction, Léla. Il y a comme un consensus établi au niveau scientifique. Puis moi, j'ai constaté à travers, là, ça va bientôt faire 4 ans dans ce mandat-ci, à travers nos travaux, qu'à la CMM, les maires, mairesses, les conseillers, conseillères qui siègent, qui représentent, il faut le rappeler, près de la moitié de la population du Québec,
autour de la table du conseil de la CMM, puis autour de la table de la commission de l'aménagement, il y a un consensus politique également. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut augmenter les objectifs de préservation des espaces naturels. Tout le monde est d'accord que le transport actif collectif, sa part modale doit être augmentée. Tout le monde constate les bienfaits qui sont interreliés dans ces objectifs-là sur la qualité de vie, mais aussi sur la lutte au changement climatique. Puis finalement, évidemment, dans la société civile. Donc, on reçoit à la fois de la pression, des questions des citoyens par rapport à l'action gouvernementale de proximité en lien avec la lutte au changement climatique. Puis on a aussi un aval, je pense. C'est évidemment pas unanime, mais il y a un aval consensuel, global, lorsqu'on mène des actions qui vont dans le sens de la protection de l'environnement, puis qui amènent plusieurs gains ensuite dans la qualité de vie. Fait que pour moi, c'est sûr que c'est le plus gros gain. Après, quand on va un petit peu plus dans les dossiers qu'on a menés, je sais que M. Martin va en parler aussi. Au niveau des inondations, on a été plongé littéralement là-dedans. On a dû réagir, puis on a dû s'instruire. Puis on a vite remarqué qu'il y avait comme deux voies. Il y a la voie, évidemment, de pallier momentanément avec des infrastructures humaines là, construites à certains enjeux liés aux crues printanières, aux inondations. Mais on a vite constaté aussi que l'infrastructure écologique jouait un rôle éminemment important. Donc, tout ce qui est c'est pas juste protéger des espaces verts ou protéger des rives pour les protéger, c'est qu'elles viennent, une fois protégées, jouer un rôle naturel d'absorption, un rôle naturel d'écoulement, qui fait en sorte que l'eau prend sa place, puis l'eau reprend sa place ensuite en ressortant de ces milieux naturels à sa disposition. Puis ça, je pense que aussi, c'est quelque chose qui nous a un peu... on s'en est rendu compte en faisant nos travaux de cette importance-là, puis que c'était pas juste pour atteindre l'objectif de préservation, mais qu'il y avait un service écologique qui était rendu en contrepartie, qui était vraiment important. Un autre élément dont on s'est rendu compte, là, on en a parlé, on vient de déposer au comité exécutif, la commission de l'aménagement, notre rapport sur les aménagements en temps de pandémie, en contexte de favoriser la santé publique. On a créé plein de choses. On s'est inspiré des meilleures pratiques. On a constaté qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour favoriser, comme vous le disiez, distanciation physique, le fait qu'on puisse accéder aux parcs, aux infrastructures publiques de proximité facilement, de manière active, etc. Mais ce qui est apparu dans les travaux de la commission au fil de nos rencontres, c'était le fait que c'était inextricablement lié avec la lutte au changement climatique. On se rendait compte que chaque gain qu'on faisait en santé publique contribuait à la lutte au changement climatique. Puis à un moment donné, on s'est dit, il faut l'inscrire, il faut en faire un constat au début de notre rapport, comme quoi finalement, chaque gain qu'on fait en santé publique dans le contexte d'une crise sanitaire, que ce soit celle qu'on combat actuellement ou une future pour laquelle il faut déjà planifier les éléments à mettre en place, bien, on se retrouve aussi à contribuer à l'atteinte de nos objectifs du PMAD et de lutte au changement climatique. Puis je trouve que c'est un constat qui est intéressant à faire parce que finalement, on se rend compte que c'est super transversal, puis qu'on n'est pas en opposition dans nos différentes planifications, organisations. Voilà. Donc voilà en gros un peu comment je mettrais la table sur à la fois nos travaux, les objectifs atteints ou non, ou en cours d'être atteints du PMAD, puis la lutte au changement climatique. Merci. Ben, c'est une belle table que vous venez de mettre. Je dirais le consensus entre les municipalités, la saine pression citoyenne pour agir davantage avec l'aval finalement d'une majorité de population, avec aussi la prise de conscience du rôle des infrastructures naturelles et aussi des investissements qui permettent de répondre à deux aspects, crise sanitaire et crise climatique. Merci. Monsieur Elagos, de votre côté, vous présidez la commission de l'environnement où on tente justement d'anticiper les actions, d'adapter nos pratiques pour faire du pouce sur ce que M. Normand vient de dire. Quel projet à Laval illustre le mieux ce qui peut être réalisé pour augmenter la résilience et faire face à l'urgence climatique? Merci beaucoup, Mme Copty. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires de M. Normand qu'aujourd'hui, il y a un consensus incroyable de la part de la population ainsi qu'au niveau des élus également.
Alors, plus particulièrement à Laval, nous, on a eu l'approche depuis 4 ou 5 ans de créer un fonds vert. Et dans sa modalité, ce fonds vert, comment c'est alimenté, c'est ça qui est intéressant et qui fait donc une approche unique, c'est que chaque fois qu'il y a des nouvelles constructions, des nouveaux bâtiments qui vont se construire à Laval, on a établi un système de taxe sur le carbone. Alors, tous les grands projets, ou les petits ou grands, donc sont soumis à cette taxe sur le carbone en fonction de la superficie que cet édifice va occuper. Et ces taxes-là permettent d'alimenter un fonds vert qui est uniquement dédié à toutes les subventions que notre ville a mis en place pour, par exemple, réduire les GES avec les subventions pour le changement des systèmes de chauffage de mazout en électricité, les vélos électriques, la plantation des arbres, ainsi de suite. Donc, grâce à ce fonds, en fait, nous ciblons là où on peut avoir par tonne de CO2 de réduit le plus grand impact. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on change un système de chauffage de mazout en électricité, vraiment, il a un impact important. Donc aussi à Laval, vous savez que malheureusement, dans le passé, la façon dont la ville a été construite, on a de grandes surfaces de stationnement. Donc actuellement, il y a beaucoup de travaux dans le sens de déminéraliser et d'implanter des arbres et de verdir le centre-ville parce que le lien, comme a dit aussi M. Normand, entre la santé publique et le réchauffement climatique est très flagrant. Donc, on essaie d'approcher donc par des différents angles à Laval cette question-là. Merci, c'est très concret et c'est très accessible, je trouve. Est-ce que vous pensez que l'outil financier que Laval a mis en place peut être reproduit à grande échelle, je veux dire, dans d'autres municipalités finalement? Vous allez pouvoir transmettre votre recette? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci. Monsieur Martin, à Deux-Montagnes, vous êtes vraiment aux premières loges des épisodes d'inondation qu'on a connus dans les 4 dernières années. Et ça force l'innovation, la créativité pour ne pas que les citoyens revivent les mêmes choses à chaque année. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va écouter la vidéo que la CMM a préparée là-dessus. En février 2020, la CMM a amorcé un projet pilote en collaboration avec la MRC de Deux-Montagnes et les municipalités qui sont situées donc, au nord du lac des Deux-Montagnes. Donc, quand on parle de concept de bassin de retention, ici, dans le terrain de soccer, le concept là, qui reste à définir et puis à être étudié, c'est de creuser peut-être 4 à 5 pieds pour justement faire un terrain de soccer plus bas que cette hauteur ici. Donc, l'idée, ce serait de diriger les eaux dans le parc pendant la crue printanière, de manière à ce que cette eau-là soit retenue. En ce sens, on pourra relâcher l'eau du Water Square vers la rivière des Mille-Îles, ce qui va nous permettre de mieux gérer les situations particulières de la ville de Deux-Montagnes. Alors, où est-ce qu'on est ici? Vous êtes dans le secteur Riviera, qui fait partie de Laval-Ouest. Et c'est un secteur qui a été durement touché par les inondations en 2017 et en 2019. Ce que la ville entrevoit ici, bien, éventuellement, oui, on aimerait un ouvrage plus permanent, soit par le rehaussement de la rue Riviera. On entame des discussions avec la CMM en vue d'un projet pilote pour rendre le quartier plus résilient. Donc, des gens qui n'ont pas besoin de s'inquiéter à chaque fois que le printemps arrive parce qu'il va y avoir des ouvrages permanents qui vont leur donner un confort relatif là, par rapport à la possibilité d'être inondés. Alors, Monsieur Martin, comment on monte un projet comme celui-là? Est-ce que ça se fait en collaboration avec les citoyens, les municipalités autour? Comment vous en arrivez à monter un projet comme celui-là pour se protéger pour l'avenir? Certain que nous, en 2017, là, la surprise de cette inondation-là avec des eaux, des niveaux records, a causé de la détresse, plus de 20 millions de dommages là, au niveau du gouvernement du Québec qui a été obligé de débourser. Donc, ça a été, moi, je vous dirais que quelques semaines après l'entrée des eaux, je fais souvent la blague avec mon directeur général, je ne veux plus que l'eau rentre. Là. Donc, on a parti de ce point-là, on a travaillé avec les citoyens. On a obtenu une pétition de plus de 2000 noms, mais signée, là, pas à bras. Là. On est allé faire le tour à bras, on a rencontré les citoyens.
Et j'ai eu l'occasion de participer aussi à la mission à Paris avec la CMM pour voir les meilleures pratiques en résilience. Et on s'est rendu compte avec la cartographie et le travail fait avec la CMM que l'eau rentrait à 2 endroits chez moi, moins de 300 mètres sur plus de 2 km. Donc, comment bloquer cet endroit-là? On a fait les étapes, on est parti de zéro, on a suivi toutes les étapes, consultation publique, demande au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, on a eu plusieurs étapes pour se rendre finalement en 2019 où on n'avait pas eu les approbations finales. Donc, on a pu construire une digue qui était temporaire, qui a connu du succès. Donc, en 2019, en bloquant ce 300 mètres-là, on a eu 0 dommage, 0 sinistré pour les inondations de 2019. Et depuis ce temps-là, on a pu contrôler, si on veut, ou mettre une base permanente à notre digue. Nous, on a un double défi. Là. On a le REM qui arrive dans ce secteur-là. C'est un cadre bâti, un cadre qui était déjà bâti. Suite à 2017, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on ressemblait un petit peu à un fromage gruyère. Donc, avec le temps, certains terrains étaient rehaussés, d'autres non. Ceux qui n'étaient pas rehaussés, bien, malheureusement, ont dû faire face à une démolition. Mais il y avait la grande majorité, les maisons sont demeurées debout. Donc, on a travaillé à aller chercher comment on peut empêcher l'eau de rentrer. L'étape 2, c'est s'assurer que justement les pluies verticales là, pendant ces temps-là, avec des bassins de rétention, puissent être contenus. Donc, on a un bon travail de fait déjà grâce à la CMM. Bonne idée où sont les profondeurs de nos eaux sur notre territoire. Donc, ça aide grandement. Donc, la cueillette de données est absolument primordiale dans ce genre de projet-là si on veut être capable de déployer un projet vraiment qui va protéger réellement à d'autres catastrophes. Avec beau travail, vraiment, c'est très impressionnant avec la mission aussi, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Vraiment, c'est... Je dirais que la mission à Paris, on me disait en 2017, c'est aux 100 ans ou aux 300 ans. Puis à Paris, on m'a dit ça peut vous arriver l'année prochaine. Malheureusement, c'est vrai, c'est arrivé l'année d'après. Donc, on s'est préparé en conséquence. Les changements climatiques, c'est très imprévisible. Cette année, il y a un record d'eau au plus bas. Et il y a 2 ans, un record d'eau au plus haut. Donc, on voit que les changements, et l'an prochain, qu'est-ce qui nous réserve, on ne peut pas savoir. Il vaut mieux s'adapter rapidement. Et comme je vous dis, nous, on va travailler autour du projet REM de la gare Grand Moulin pour s'assurer d'avoir un milieu actif dans un ARTOD développé justement dans le sens durable. Super, c'est sûr que ça serait épouvantable d'avoir une station REM inondée. J'imagine que c'est la dernière chose qu'on souhaite sur le territoire. Monsieur Murray, de votre côté, au-delà de leur valeur écologique et économique, les infrastructures naturelles, les réseaux cyclables sont des bouffées vraiment d'air frais pour les citoyens, contribuent aussi à maintenir la santé physique, la santé psychologique des gens. Après 1 an de pandémie, êtes-vous à même de constater les bienfaits des aménagements déployés dans les dernières années à Saint-Bruno, dans la MRC et plus globalement à travers la CMM? Il faut ouvrir votre micro. Oui, nous oublions de la fermer, donc je m'excuse de cette petite impair. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que, premièrement, la pandémie a révélé quelque chose d'inattendu, donc quelque chose de totalement imprévu. Heureusement, Saint-Bruno est une ville où il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'espace, ça a permis d'être en quelque sorte un exutoire. Mais ce que ça nous dit aussi comme message, c'est que même si nous étions jusqu'à un certain point avantagés par une ville verte, il n'en reste pas moins qu'on a été pris par cet imprévu-là. Et bien sûr, on en a tiré des leçons. J'espère qu'on va en tirer des leçons, pas juste dans l'immédiat et dans le moyen terme, mais aussi dans le long terme. Il faut absolument que nos municipalités fassent tout en leur pouvoir pour protéger le plus possible leur milieu humide, leur milieu naturel, leur boisé. C'est tellement important. Des aménagements qui permettent aux gens de circuler, de sortir de chez eux, de se retrouver, on est dans un contexte particulier, bien sûr, la distanciation dite physique. Donc, permettre justement cette distanciation physique-là
en ayant des espaces où les gens peuvent circuler en respectant ces règles sanitaires-là. Donc, ce sont des éléments très importants. Et puis, je vous dirais aussi, par rapport à cet aspect-là, on le voit, nous, actuellement, à Saint-Bruno, on a la chance d'avoir un immense espace qui s'appelle le parc de la CEPAC. Et je pense que de mémoire d'homme, il n'a jamais été aussi fréquenté qu'actuellement. Et d'ailleurs, ça a un impact, je vous dirais, un petit peu, les gens se plaignent, bien sûr, de cette arrivée massive-là. Donc, les gens se stationnent dans les rues limitrophes du parc. Et ça a amené aussi certaines récriminations de la part des citoyens parce qu'évidemment, il y a un dérangement massif quand vous voyez arriver des centaines ou des milliers d'autos qui se stationnent parce qu'ils veulent profiter de cet espace-là. Ce que ça révèle simplement que dans nos municipalités respectives, au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, il y a un déficit. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il y a un déficit en espace dit naturel, un espace où les gens peuvent circuler. Donc, il y a, je pense, une lecture qu'on doit faire et on doit s'assurer pour justement atteindre ce fameux objectif de 17 %-là au niveau de la trame verte et bleue le plus rapidement possible. Et on va probablement parler au cours des prochaines minutes là, sur les outils, les moyens que l'on doit mettre en place pour effectivement assurer cette atteinte-là, parce qu'on constate que c'est un besoin impératif. C'est la grande leçon que l'on doit tirer de cette pandémie-là. Et moi, ce que je vous dirais aussi, quand on parlait tout à l'heure de changement climatique, ces changements climatiques-là, c'est deux choses. Donc, évidemment, la variabilité qui s'est augmentée, l'amplitude aussi, et on n'est pas à l'abri éventuellement de d'autres événements semblables. Et j'espère que tous et chacun, on va en tirer des leçons. Et je reviens à ce que M. Normand disait tout à l'heure, la CMM est un endroit fantastique pour en discuter. Je pense que c'est ce PMAD-là qui a été adopté en 2012 pour moi, c'est un outil que l'on a mis en place, un élément commun, et on doit le renforcer. On doit le renforcer. Il y a une volonté collective d'aller de l'avant, les 88 municipalités, qui représentent quand même plus de la moitié ou presque de la moitié de la population du Québec, qui est aussi responsable de plus de la moitié du PIB du Québec. Donc, c'est un immense territoire, mais un territoire, il y a beaucoup de densité. Donc, cette densité-là amène aussi une lecture particulière sur l'importance de s'intéresser de près à la protection de nos milieux naturels et humides. Merci, c'est très clair et je trouve que ça fait écho à la question qu'on a posée à nos auditeurs. On a les réponses. Alors, êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? La pandémie va changer nos façons de planifier et d'organiser nos villes et nos territoires à 87 % en accord. Je ne sais pas s'il y en a qui sont surpris de ce chiffre-là ou si c'est en cohérence avec votre expérience et celle de tout le monde. On pose la deuxième question aux auditeurs. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? La population est davantage consciente aujourd'hui qu'avant la pandémie des enjeux découlant de l'urgence climatique. Bien hâte de voir les résultats. Monsieur Murray, pendant que je suis avec vous, la pandémie, évidemment, ça laisse des traces. La difficulté de concertation pendant cette période-là, les habitudes de consommation qui changent, certains reculs dans nos comportements, même en matière de déplacement, de consommation d'emballage individuel, de plastique, tout ça, la détresse psychologique aussi qu'il y a, la crise du logement qui s'aggrave. C'est quoi le plus gros défi à relever selon vous pour ramener les gens vers un objectif commun de lutte au changement climatique après un an de pandémie comme ça? Je vous dirais, il y a une espèce de paradoxe, dans le sens, je pense que les gens, on en a beaucoup parlé de l'impact de cette pandémie-là, et évidemment, un élément, on pourrait appliquer un facteur qui est aggravant dans certains cas ou facilitant dans d'autres. Bien sûr, les milieux dits naturels et les milieux humides, la canopée aussi. Mais en même temps, je vous dirais que les gens ont tellement été habités par cette pandémie-là que pendant cette période-là, je pense qu'il y a eu aussi un oubli. Ce qu'on constate, en tout cas chez moi, quand je rencontre les citoyens, une grande détresse psychologique, et évidemment, ça a eu un impact majeur sur la santé mentale. Donc, je pense que les gens attendent avec impatience le retour d'une certaine normalité pour, entre guillemets, lâcher leur fou. Et je pense que, et on le constate, j'en parle souvent avec les gens, c'est drôle parce que c'est le genre de discussion actuellement. C'est pas nécessairement facile d'avoir ce genre de discussion-là avec les problèmes mortels. Bien sûr, il y a les gens, ceux qui sont déjà dans le bain et qui, eux autres, sont déjà sensibilisés.
il le voit, mais le commun des mortels, le citoyen est présentement ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le raccrocher, le rattacher éventuellement à cette lutte-là, parce que ce qu'il faut aussi le dire, c'est qu'on a de grandes ambitions au niveau de nos gouvernements supérieurs, donc quand on parle de réduction des gaz à effet de serre, mais je ne suis pas sûr que ça percole actuellement jusqu'au niveau du citoyen. Je vais vous donner un exemple très, très précis, très banal. Si on demandait aux citoyens actuellement, qu'est-ce que vous devez faire pour réduire de 10 votre empreinte écologique ou de 5 Je suis convaincu que la plupart des gens seraient incapables de le dire. Donc, ça veut dire que oui, on est conscient que la pandémie est liée de près ou de loin à cette lutte au changement climatique-là, donc l'impact que ça peut avoir, donc un aménagement, une occupation du territoire qui n'a pas été assez respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, mais en même temps, on n'est pas nécessairement là présentement. Et c'est pour ça que l'après-pandémie, il y a un immense défi collectif à relever. Merci. Donc, beaucoup d'éducation à faire. Là-dessus, je pense que c'est un des mots clés qui revient à tous nos webinaires, donc cette éducation. Donc, les élus sont maintenant très éduqués sur ces questions-là. Il faut absolument arriver à impliquer nos citoyens dans l'aventure. Monsieur Normand, la capacité d'agir vite, on en a parlé, c'est une des clés en période de crise et c'est une des clés aussi pour répondre à l'urgence climatique. À Montréal, on l'a vu au tout début de la pandémie, on a vu que c'était pas les idées qui manquaient pour faire des aménagements adéquats. Est-ce que c'est simple à mettre en place? Est-ce que vous êtes outillés pour déployer les choses rapidement en période de crise? Une bonne question, puis j'en profiterai pour continuer sur la fin de la réponse de M. Murray parce que ça m'interpelle, l'aspect prise de décision individuelle, bénéfice collectif ou prise de décision collective par les administrations en place, les gouvernements de proximité pour des impacts collectifs. Moi, j'ai l'impression qu'une des réponses qui va raccrocher les gens, c'est de leur offrir ou de maintenir l'offre de solutions collectives. Donc, par exemple, si on prend le cas de la mobilité, c'est vrai que, bon, il y a le fait qu'il y a beaucoup de télétravail, puis je pense qu'il y a une portion qui va demeurer, puis c'est pas nécessairement mauvais au niveau, justement, des réductions des gaz à effet de serre. Mais deux, il faut que les gouvernements de proximité maintiennent l'offre de transport collectif. Ça a été un défi. Est-ce qu'on continue à faire tourner des flottes à moitié vides d'autobus? Est-ce qu'on les coupe? Si on les coupe, comment on les ramène? Comment on les entrepose? Est-ce qu'on met des employés à pied? C'est des questions de fond là, qui se posent. Puis, tu sais, il y a des administrations comme la nôtre qui ont décidé de maintenir le service intégralement malgré les coûts que ça impliquait pour pas qu'il y ait justement un désengagement de la population qui se dise, bien, finalement, le bus passe moins souvent. Finalement, c'est peut-être plus dangereux. Bien, finalement, je vais revenir à ma bonne vieille voiture individuelle à toute occasion. Fait, en tout cas, une des clés pour moi, c'est de continuer une offre de mobilité durable, notamment, là, plein d'autres éléments. Puis ça, c'est les gouvernements qui ont les mains sur le guidon, justement, disons-le. Puis on reviendra sûrement plus tard au niveau de l'aspect financier, des revenus et tout ça qui le permettent ou le permettent pas. Sur votre question maintenant, effectivement, nous, très localement, Cartierville, on s'en est rendu compte. Montréal, on l'a dit, je pense qu'on a réagi vite et bien aux enjeux. On a une grande population sur le territoire. On a vite démontré qu'on souhaitait maintenir l'accès aux parcs locaux, mais aussi créer un réseau de mobilité envers les grands parcs de le territoire montréalais. Donc, on s'est assuré de mettre en place ce qu'on a appelé les voies actives et sécuritaires, donc des liens cyclables qui ont été déroulés là, en 2 ou 3 semaines sur des grands axes qui amenaient des changements de comportement intenses là, au niveau de la population, mais qui créaient un réseau de mobilité active, étendu, connecté pour permettre aux gens de sortir dehors. Tu sais, quand on habite dans un quadruplex, bien, on n'a pas accès à une cour, puis le parc n'est pas nécessairement au coin de la rue. Fait qu'on voulait faciliter ces déplacements actifs-là à travers la ville. Il y a 19 arrondissements à Montréal. Ils ont chacun leur réalité au même titre que les 82 municipalités de la CMM ont des réalités bien différentes, des populations différentes. Nous, à Annecy-Cartierville, on a un grand territoire. On s'étend d'est-ouest sur 15 km, population de 140 000 personnes avec des enjeux différents aussi. Puis on avait, dans notre cas, beaucoup de volonté, beaucoup de bonnes idées. Puis on s'est rendu compte rapidement qu'on n'avait pas la flexibilité, on n'avait pas l'agilité de déployer rapidement des
des aménagements. Bon, on s'inspirait de rues partagées, de rues familiales et actives. On voulait aménager des rues pour que les enfants puissent y jouer, qu'ils se sentent en sécurité, qu'il y ait de la verdure autour. Puis très rapidement, on s'est rendu compte que même si on voulait le décliner, on n'avait ni les ressources en personne pour le faire, ressources qui devaient maintenir l'accès au chalet de parc, continuer à faire les collectes, désinfecter des lieux qui n'avaient pas désinfecté avant, créer la logistique d'inscription pour les bibliothèques, arénas, etc. Donc, on n'avait clairement pas la capacité de décliner en plus des nouvelles façons de faire, ni les moyens de le faire. Fait que ça, c'est un constat assez important qui nous est arrivé, puis qui va nous amener à l'aspect financier qui va suivre tantôt, j'en suis certain. Comment donner dans les outils réglementaires, c'est une des recommandations, un des enjeux sur lesquels s'est penchée la Commission d'aménagement dans son dernier rapport. Comment faire en sorte qu'on ait de la flexibilité, de l'agilité dans des outils réglementaires qui ne prévoyaient pas de s'ajuster en fonction de contexte de pandémie ou d'épidémie par le passé. Bien, on a d'entendre des solutions parce que je pense que toutes les municipalités vont vouloir les avoir. Donc, c'est ça. Et de miser sur le collectif. Donc, c'est une des réponses que vous donnez aussi à l'après-pandémie, de garder nos acquis collectif pour s'assurer que les gens restent dans le coup avec les changements de comportement qu'on a pu avoir dans les dernières années. Monsieur Elagos, à Laval, selon vous, la pandémie, est-ce que ça a permis d'accélérer des décisions pour opérer la transition écologique et renforcer la résilience? Ou si ça a été mis de côté en termes d'urgence climatique ou comment ça s'est passé? Oui, donc non, pas du tout. On n'a pas mis de côté à cause de la pandémie. Nous avons poursuivi nos règlements et l'adaptation de plusieurs règlements, entre autres. Nous avons adopté le règlement sur l'arbre qui met en place à Laval à long terme comment on va verdir nos espaces verts, comment on va les protéger. On a mis en place également différentes mesures contre l'interdiction, par exemple, de plastique à usage unique. Récemment, on a fait ainsi que des styromousses. Donc, nous ne voulons pas que la pandémie, malgré les conséquences que ça engendre, mette de côté l'environnement et nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. D'ailleurs, la ville de Laval a également fixé comme objectif de réduire de 35% ce niveau de GES. Donc, je peux dire que la pandémie n'a pas du tout mis de côté toutes les mesures que nous voulons entreprendre pour la lutte contre les changements climatiques. Puis, est-ce que vous avez les moyens, vous n'avez aucune difficulté pour mettre en œuvre ces décisions-là? Non, parce qu'au niveau de la population, il y a une grande volonté de poursuivre. C'est sûr que dans le cas de mise en place des transports actifs, par exemple, la mise en place des pistes cyclables, ça passe un peu plus difficilement à Laval. Je pense que de la façon dont la ville est créée, donc les pistes cyclables ne passent pas aussi facilement que dans une ville comme à Montréal, qui est plus densément peuplée. Mais ceci étant dit, donc nous, en tant qu'administrateurs, nous devons prendre les mesures nécessaires et faire tout ce qui est possible pour que la population s'y adhère par la suite. Puis comment on fait pour surmonter les réticences de la population? J'imagine que c'est peut-être lié à des cases de stationnement ou un peu moins de place de voiture. Oui, il y a des cases de stationnement. On a augmenté beaucoup les prises pour les voitures électriques à Laval. On travaille beaucoup là-dessus avec Hydro-Québec. On a aussi instauré le système de Bixi en partage avec la ville de Montréal maintenant. Donc, les Bixi peuvent véhiculer entre Montréal et Laval sans problème. On augmente les endroits où les Bixi peuvent être installés. Au niveau des financements également, on a dû être créatif pour ne pas que les subventions, comme je viens d'expliquer dans la première partie, soient à court. Donc, on veut aussi embarquer la population dans l'importance de la lutte contre les changements climatiques. On fait beaucoup de, avec la ville, beaucoup de publicité, beaucoup d'annonces, des petites clips vidéo. Donc, ça permet à la population d'y adhérer, puis de voir que malgré la pandémie, nous ne devons pas mettre de côté ces mesures-là. Merci. Donc, encore une fois, beaucoup de sensibilisation, d'éducation, parce que ça vient bousculer des habitudes, surtout une ville de Laval qui a été vraiment construite autour de la voiture, hein, vraiment. Absolument. Donc, merci. Monsieur Martin,
Est-ce que de votre côté, vous avez les moyens financiers, les coûts des franges pour mettre en place des mesures d'urgence, des plans de gestion de risque comme on parlait tantôt? Est-ce que vous êtes, vous êtes capable de déployer ça? Vous avez les moyens? Est-ce que vous avez la collaboration du gouvernement avec vous là-dedans? Comment ça fonctionne? Pour une municipalité de notre taille, là, 18 000 habitants, on ne se compare pas à Montréal ou à Laval. Là. Donc, la plupart des municipalités dans la CMM, qui composent la CMM, ont des tailles différentes. C'est certain que les coûts énormes, quand on parle de 40 millions, là, ça devient trop élevé. Pour faire un peu de pouce, souvent, pour mettre en place des mesures pour contrer les changements climatiques, c'est toujours des coûts plus élevés. Un stationnement à l'éolé, c'est 3 fois plus cher qu'un stationnement d'asphalte. Donc, on doit chercher différentes solutions. Au niveau de la ville, le redéveloppement, l'ARTA fait en sorte que les immeubles à plusieurs étages commencent à prendre forme un peu à la ville. Donc, on change quelques bungalows pour des 110 logements, des 120 logements, mais comment on va construire cette ville-là pour le futur? On doit s'assurer qu'il y a des bassins de rétention d'eau, que chacune de ces nouvelles constructions-là soit faite dans le mode, justement, là, pour diminuer les changements climatiques. On ajoute des parcs, on a fait quelques expropriations sur le bord de l'eau, mais encore là, c'est 2 à 3 millions de dollars d'investissement. Là, on attend impatiemment la subvention pour la trame verte et bleue là, de la CMA, mais c'est des projets qui nous aident énormément. Sans ces aides-là, on ne pourrait pas créer un parc comme on veut faire. Vraiment un parc nature là, qui va se rendre vers le bord de l'eau. Donc, les impacts sont importants. Le reste, c'est vraiment la réglementation. Il faut éviter le mur à mur. Je vous dirais que dans chacune de nos municipalités, on est capable de bien connaître notre territoire, qu'est-ce qui s'adapte le plus rapidement possible. Et non attendre une réglementation mur à mur provinciale qui peut-être n'aura aucun impact sur différentes villes. Donc, chez nous, c'est une façon. Laval, c'est d'autres choses. Rigaud, c'est d'autres choses. Labosse, c'est quelque chose. Donc, il faut vraiment s'adapter dans notre milieu, puis on est les mieux placés pour bien faire la lutte, justement, au changement climatique. L'intérêt aussi, ce qui m'inquiète de ce temps-ci, c'est qu'on voit l'augmentation de la circulation suite à la pandémie est plus rapide que l'augmentation du transport en commun. C'est-à-dire que le transport en commun demeure accessible, mais on dirait que les gens tournent vers la voiture, donc on doit garder nos bonnes habitudes pour justement ne pas effacer tous les gains qu'on a acquis depuis quelques années. Ça fait plusieurs défis à relever. J'aimerais ça vous entendre quand vous parlez de le mur à mur, ça fonctionne pas. Est-ce qu'à l'heure actuelle, avec le gouvernement du Québec, il y a des solutions qui ne sont pas justement du mur à mur qui sont envisagées pour... Il y a une réglementation à parfaire. C'est ça qu'on doit... On change, on bouscule beaucoup. Là. On est habitué depuis... les 60, 80 dernières années, là, travailler à 20, 100 ans, puis c'est 20, 100 ans, puis le territoire est comme ça, puis on doit avoir un arpenteur pour revérifier si on est bien dans cette zone-là, pas cette zone-là. La réglementation, moi, je vous dirais, je crois beaucoup à la gestion par le risque et je crois qu'on peut aller assez rapidement vers des solutions de gestion par le risque. Et la problématique en inondation, ce qui est arrivé peut-être à Sainte-Marthe ou même chez moi dans la ville, c'est que les gens ne savaient pas dans quel endroit ils vivaient. Donc, on peut vivre avec un risque faible, mais tout en connaissant le risque, on peut bâtir de façon résiliente et justement dans des cadres bâtis là, pour améliorer la qualité de vie. Donc, la prise en compte vraiment de la particularité de chaque territoire, il faut le connaître et puis il faut prendre des solutions sur mesure pour y arriver. Il faut nous écouter. Là, je vous dirais qu'on a beaucoup de discussions. Les retours sont longs. Et effectivement, il y a de l'investissement important à faire là, pour nous dans ce Quand on parle de retours longs, on parle avec qui? Les retours sont longs? Je vous dirais qu'avec les différents ministères concernés, là, ce changement de paradigme-là au niveau de la gestion du risque d'inondation, le principe est reconnu, je dirais politiquement, par le municipal et aussi par le provincial au niveau politique. Mais c'est tout l'appareil gouvernemental, ça touche plusieurs ministères. Donc, il y a plusieurs ministères qui ont leur mot à dire. Le ministère des Affaires municipales, de la sécurité publique, aussi de l'environnement. Donc, il y a beaucoup
Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des gens présentement qui attendent. Et nous, on est prêts à passer à l'action immédiatement. Donc, une rapidité dans les autres paliers de gouvernement aussi qui est nécessaire à avoir pour vous aider là-dedans. On a les résultats de la deuxième question qui était donc, êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? La population est davantage consciente aujourd'hui qu'avant la pandémie des enjeux découlant de l'urgence climatique. Et c'est plus mitigé, 53% sont en accord avec cet énoncé-là. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi, M. Murray, puis les changements de comportement qu'on a pu voir dans la pandémie. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir à ce résultat-là. Oui. Pour se demander, est-ce que le 40%, c'est donc un maintien d'acquis ou est-ce que ça recule? Ça, la question ne le dit pas. Non, la question ne le dit pas. Je suis optimiste, fait que je vais me dire que c'est juste un maintien d'acquis. C'est bon, on va tabler là-dessus, on ira creuser les données un petit peu plus pour aller s'en rassurer, finalement, se rassurer. Monsieur Elagos, la CMM a développé donc un plan de match commun, le PMAD, avec plusieurs outils, plusieurs programmes, une approche de gestion de risque, comme M. Martin nous en parlait, une cartographie des données vraiment pour connaître son territoire. Est-ce qu'il y a des choses dont le gouvernement peut s'inspirer de toute cette expérience de la CMM pour la future stratégie nationale d'aménagement d'urbanisme des territoires? C'est sûr que donc cette cartographie, je pense, a été d'une importance majeure pour la prédiction donc, des zones inondables et des inondations qui ont permis en fait d'établir cette cartographie-là. Donc, dans la prise de décision et des prises d'action de la part du gouvernement, ça va être un outil formidable, je pense. Et d'ailleurs, ça a été déjà utilisé. Puis, on a vu des présentations de cette cartographie. C'était impressionnant, selon moi. C'est un travail ardu de grande haleine, mais qui aura son utilité majeure parce que comme effectivement donc les cartographies que nous avons à chaque ville avait sa propre cartographie et c'était très morcelé, puis ne prédisait pas essentiellement l'adaptation selon les derniers changements climatiques. Puis des fois, une zone inondable n'était pas inondée ou vice-versa. À Laval, on a beaucoup de zones inondables également. Alors, avec cette nouvelle cartographie, c'est possible de faire une prédiction avant que l'inondation arrive. C'est ça la partie importante, je trouve, et les villes peuvent intervenir plus rapidement là où il faut intervenir. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça va être un outil formidable de prédiction et le gouvernement doit s'inspirer de cette carte, absolument. Merci beaucoup. Monsieur Normand, dans la même optique, quel est selon vous le geste le plus structurant que le gouvernement du Québec peut faire pour donner un coup de pouce au gouvernement de proximité que sont les villes, les municipalités, pour leur permettre de faire face aux crises et pour accélérer la mise en œuvre des actions pour la transition écologique? Je l'ai effleuré un peu. Je pense que ça passe beaucoup par la flexibilité, l'agilité des villes à réagir. Puis pour avoir cette flexibilité, cette agilité-là, il faut que les outils de planification soient adaptés en conséquence, puis qu'on ne soit pas contraint, notamment par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'on ait la capacité à la fois de décliner rapidement des solutions, de transformer des usages de manière temporaire, ou même dans l'autre aspect qui est la diversification des réalités. Donc, ce qu'on disait tantôt, pour une ville de 18 000 habitants ou 2 millions d'habitants, ce ne sera pas les mêmes besoins d'application sur le territoire dans la même fréquence puis avec la même insistance. Donc, il faut une adaptation. Puis le deuxième élément qui est un peu sous-jacent, là, c'est, on en parle beaucoup, mais il faut le redire, il faut le souligner, c'est la délégation de pouvoir. Je pense que présentement, on s'en est rendu compte avec la crise sanitaire, le fait que les municipalités sont contraintes à ne pas réaliser de déficit, le fait que si on veut avoir une diversification des revenus, présentement, c'est principalement transferts provinciaux et taxes foncières, on n'a pas la capacité de mettre en place des mesures d'éco-fiscalité, par exemple. Donc, on a beaucoup parlé dans les dernières semaines de tarification kilométrique, par exemple, qui pourrait s'appliquer au territoire de la CMM.
La CMM peut le vouloir, peut être unanime là-dessus, mais ne pourra pas ni l'implanter ni en collecter les revenus. C'est le gouvernement du Québec qui doit le faire, ultimement, qui a la juridiction pour le faire. Quand on regarde d'autres juridictions, Toronto a une délégation de pouvoir pour gérer une partie du système scolaire, puis la majorité du système de santé sur son territoire en fonction de sa réalité. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense, où le Québec est en retard. On est frileux face à la délégation de pouvoir au gouvernement de proximité. Puis les gouvernements de proximité, on leur reproche ensuite de quêter auprès de Québec dans un contexte où ils n'ont pas le choix de le faire. Fait que moi, je pense que ça tourne autour de moyens, pouvoir. On a parlé de protection d'espaces verts. L'acquisition de terrain puis l'expropriation en période de surchauffe immobilière, là, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Montréal est très ambitieuse au niveau de l'acquisition, mais a peu de moyens si on se fie toujours à la taxe foncière puis aux transferts provinciaux. Fait que je pense que là-dessus, il va falloir rapidement décloisonner, reconnaître la compétence de proximité, donner les leviers puis les pouvoirs afin d'agir, puis afin de se préparer pour agir. Tu sais, c'est ça les conclusions principales du rapport de la Commission de l'aménagement, c'est qu'on ne peut pas prédire quand il va y avoir une autre épidémie, pandémie, quelle forme elle aura, mais on sait qu'on a besoin de réagir vite et bien, puis que ça implique des investissements majeurs et rapides. Fait que ça, il faut le prévoir. Les mécanismes sont à prévoir. Est-ce qu'il y a des échanges actuellement avec le gouvernement là-dessus, précisément, pour vous donner cette latitude C'est sûr que vous pouvez compter sur la direction de la CMM pour avoir des échanges constants avec le gouvernement du Québec. On connaît tous notre directeur, puis il est très, très bon là-dedans. Fait que moi, je ne suis pas inquiet qu'il y ait des échanges. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de l'écoute puis de la réaction. Des actions. On est en attente d'actions. Monsieur Martin, demain matin, si on a une crise à Deux-Montagnes, est-ce qu'on est prêt, une crise d'inondation? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers? Présentement, c'est un vieux cliché, là, nous sommes prêts. Là, je dirais qu'on a pu prouver en 2019 là, qu'on a travaillé avec les moyens nécessaires pour arriver à ça. Mais on parlait tantôt de l'information. Moi, pour avoir réussi en 2019, c'est l'information que je n'avais pas en 2017. Donc, en 2019, 4 jours avant la grande crue, là, on m'a avisé là, que les crues arriveraient à ces heures-là, à ces endroits-là, à ces hauteurs-là, et que je pourrais justement, là, avec les simulations qu'on connaissait, on savait exactement où intervenir, quoi faire. Donc, les outils qu'on n'avait pas dans le temps, on les a présentement. Donc, on est prêt au niveau d'inondation. Il reste effectivement notre projet pilote de bassin de rétention, parce qu'on ne sait jamais, on pourrait avoir 2 semaines de fortes pluies, protéger des eaux du lac, mais pas protéger des eaux intérieures. Là. Donc, il y a des investissements massifs à faire en disant comment on va pomper l'eau, comment on va travailler dans ces différents bassins-là, là, même au niveau de la MRC. Donc, on est prêt, je vous dirais, à 80 Il reste encore du travail à faire très important. Et justement, la collaboration de la CMM est là pour nous. Et ça nous aide beaucoup. Comme je disais, une petite ville comme moi, avec des ressources limitées, là, cet apport-là est important. C'est fait de façon durable, de façon intelligente. On est capable de gérer ça de façon intelligente. Moi, je trouve ça super intelligent, très motivant. C'est pour ça que je m'engage pour un autre mandat. Donc, plein d'espoir. Je trouve ça intéressant là, pour tout le défi de transport en commun, défi climatique. Si tout le monde travaille, puis je vous le dis, là, on est très innovant au niveau municipalité et au niveau CMM. Donc, on va être prêt là, pour les différents événements qui vont nous aider. C'est très clair et c'est plein d'optimisme. J'aime ça. Monsieur Murray, vous n'allez pas vous représenter, mais on a des élections qui s'en viennent et à titre de grand sage, quel conseil vous donneriez à un nouveau maire ou une nouvelle mairesse qui souhaite opérer la transition écologique et assurer la résilience dans sa municipalité? Le principal... Ah non, c'est bon ça. C'est bon. Donc, le principal, je pense que c'est d'avoir une vision. D'avoir une vision de ce vers quoi on tend comme municipalité et aussi comme entité suprarégionale et au niveau mondial. Je pense qu'il est important pour ceux qui auront à se présenter à nous remplacer à partir du mois de novembre. Je pense que c'est un élément qui est extrêmement
important et indispensable pour la suite des choses. Donc, les gens doivent déjà être prêts à affronter des défis qui sont des défis qui sont, je vous dirais, très, très, très élevés. Là. Quand on parle, par exemple, au niveau de la lutte au changement climatique, si on veut réduire, faire en sorte que l'augmentation ne dépasse pas 1,5 degré, il faut réduire de plus de 45 nos gaz à effet de serre, donc le tonnage de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et il y a une espèce de paradoxe aussi qui apparaît, c'est-à-dire qu'on est en train, au niveau du gouvernement, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, il y a un bémol sur lequel que j'aimerais apporter. Donc, on parle de croissance économique. Donc, on voit la transition verte comme un espace pour finalement permettre à l'économie d'accroître, d'augmenter le PIB. Pour moi, il faut peut-être aussi penser à quelque chose d'autre. Je pense que la croissance à tout prix n'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaitable. Il peut y avoir une croissance qui est vraiment une croissance dite écologique, une croissance environnementale. La protection de nos milieux est importante. Donc, l'ajout de biens et de services n'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaitable quand on est des sociétés bien nanties. Bien sûr, on ne parle pas des sociétés qui sont en voie de développement, là où il y a un effort à faire pour rattraper jusqu'à un certain point ce qui se passe dans nos pays développés. Mais en même temps, tout ça doit se faire avec vraiment comme élément majeur la protection de l'environnement et la réduction de notre empreinte écologique. J'aimerais aussi faire je dirais que pour moi, il y a un dossier qui nous préoccupe beaucoup à Saint-Bruno, c'est bien sûr le terrain de la Défense nationale. Quand on parlait du Mont-Saint-Bruno, le terrain de la Défense nationale, c'est quand même 8 km², donc d'un coup, ça représente 50% du parc du Mont-Saint-Bruno. Beaucoup de représentations ont été faites, notamment au niveau de la CMM, pour faire en sorte que le fédéral verse cet espace-là au gouvernement du Québec et éventuellement qu'il soit administré par la CEPAC. Je pense que ça, c'est une urgence, en quelque sorte climatique. Donc, pour s'assurer qu'on puisse le préserver et en faire un espace qui va être utilisé, ou en tout cas pour la protection de la biodiversité. Ce que j'aimerais aussi amener comme autre élément, on parlait tout à l'heure de la pandémie, ce que l'on constate chez nous, c'est que les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Donc, ils ont fait de la mobilité active. Et ce qu'il faut faire pour la suite des choses, c'est de préserver ces bonnes habitudes-là. Et donc, ça veut dire, quand on parlait d'aménagement du territoire, faire en sorte que nos trottoirs, entre autres, soient invitants. On est encore dans beaucoup de municipalités avec des petits trottoirs d'1,5 mètre de large, où c'est l'auto qui a le droit de citer. Donc, c'est le citoyen qui doit s'adapter aux entrées charretières et non pas l'inverse. Donc, voyez-vous, c'est un petit élément qui est peut-être pas très important. Et je fais aussi, quand on parle de mobilité dite durable, je fais un lien aussi avec le transport collectif. On en parlait tout à l'heure, l'importance du transport collectif, du maintien, mais aussi le transport collectif doit s'adapter à nos réalités. Je regarde à Saint-Bruno, qui n'est pas un milieu qui est densément peuplé. Donc, il faut le voir d'une autre façon. C'est-à-dire que pour moi, la mobilité, on doit avoir un service qui est beaucoup plus adéquat qu'actuellement. Et donc, c'est un défi. Il y a aussi la municipalité, le transport collectif intermunicipal, puis il y a aussi, bien sûr, pour les grandes destinations de travail. Donc, je pense qu'on doit les regarder de cette façon-là. Et ça, c'est aussi un élément que la RTM doit considérer dans ses façons de faire. Donc, et quand on parlait tout à l'heure de pouvoir, je pense que les municipalités sont les mieux adaptées pour regarder ce qui doit se faire à l'échelle de leur municipalité. Et donc, pas avoir une approche top-down, mais vraiment une approche qui permette aux municipalités d'indiquer quels sont les besoins et peut-être éventuellement de leur remettre un certain pouvoir à cet égard-là pour bien desservir la population. Et quant au pouvoir, on parlait tout à l'heure d'éco-fiscalité, M. Normand a raison, c'est-à-dire qu'il faut avoir des pouvoirs habilitants à cet égard-là, mais en même temps, on a des pouvoirs actuellement qui nous sont donnés, qu'il faut exercer. Entre autres, je dirais une imposition plus élevée des terrains de stationnement. Je pense qu'on peut acter certains changements à cet égard-là. Donc, on a des pouvoirs, même au niveau des automobiles. Donc, on a des pouvoirs qui nous permettent éventuellement de tracer, d'amener les gens dans une direction qui serait souhaitable pour la protection de notre environnement. Eh bien, voilà toute une feuille de route pour votre successeur ou successeur. Je comprends que
y a beaucoup de travail, de pain sur la planche pour les prochaines années. Merci beaucoup. On a eu les résultats de la 3e question. Donc, il y a quand même une vague d'optimisme. Donc, les gens pensent, êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à la possibilité pour la région métropolitaine d'améliorer sa résilience et de favoriser la transition écologique? À 71%. On se campe dans le verre à moitié plein, mais tant mieux avec, c'est ça comme M. Normand, M. Martin nous le disait, donc on voit ça de façon positive. Tant mieux, ça aide à poursuivre les efforts. On va aller se diriger vers les questions de la salle. Et donc, on y va avec une première question. Considérez-vous le phénomène d'éco-gentrification dans la mise en place des infrastructures vertes ou d'initiatives de type serre collective, agriculture urbaine? Comment améliorer la participation citoyenne qui permet une meilleure acceptabilité de certains changements? Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer? Monsieur Normand. Je pense que la réponse courte, c'est oui. Je pense qu'on prend en compte, pour expliquer un des aspects du phénomène, c'est qu'on va nous dire parfois si on commence à implanter des mesures, par exemple, plus de pistes cyclables, plus d'acquisition de terrain, etc., on transforme des quartiers qui sont peut-être plus populaires et qui augmentent la valeur foncière, puis ensuite qui amènent les gens à être obligés de se déplacer de quartier parce que le quartier, c'est éco-gentrifié. Bon, moi, je pense qu'il faut éviter de mettre en opposition les phénomènes. C'est sur un territoire comme celui de la CMM, je pense qu'il faut augmenter l'offre de transport actif et collectif dans ce cas-là, de manière mur à mur. Sur les façons de le faire, puis quelle offre de transport adaptée au milieu, oui, il faut le faire de manière distincte, mais l'offre globale doit être augmentée, puis c'est ce qui va éviter qu'il y ait ce phénomène qui se passe. Ensuite, si on parle de sécurité alimentaire, je pense que là aussi, il ne faut pas mettre les phénomènes en opposition. Si on augmente, par exemple, dans Annecy, on va avoir un projet dans quelques années qui va lever, qui s'appelle le site Louvain, avec des milliers de nouvelles habitations, un quartier écologique qui sort de terre. En attendant, de manière transitoire, on implante des serres urbaines sur le terrain. Je pense que c'est une excellente manière de l'occuper et d'y joindre, puis c'est peut-être l'élément le plus important, des groupes citoyens. Même pas nécessairement des groupes communautaires organisés, là, carrément des groupes citoyens qui ont envie de faire une différence. Puis nous, on l'a vu dans le quartier, chez nous, il y a un groupe qui s'appelle Feedback, des citoyens qui se sont mis ensemble et qui ont dit il y a des enjeux de sécurité alimentaire, on est en pandémie, il y a du monde qui sortiront plus de chez eux pour aller, par exemple, dans une banque alimentaire, qui sont refermés, qui sont déjà dans une situation de détresse, par exemple, financière ou psychologique ou alimentaire. C'est des situations terribles. Nous, on est là, on est plutôt favorisés. Ben, mettons en place des cuisines collectives, des moyens de récupérer la bouffe dans des commerces avec lesquels on fait des alliances, puis redistribuons, outillons. C'est magnifique ce qui se passe. C'est qu'on se rend compte d'ailleurs que les bénévoles qui participent à ces initiatives citoyennes sont souvent des personnes qui ont bénéficié du service d'abord, qui se sont rendus compte d'empowerment qu'il y avait à joindre les rangs d'un groupe de citoyens qui offre une contribution positive pour d'autres citoyens, puis qui ensuite embarquent, puis donnent au suivant à leur tour. Fait que je pense qu'il ne faut pas mettre en opposition les mesures écologiques qui favorisent, dans ce cas-ci, la sécurité alimentaire. Puis il ne faut surtout pas avoir peur, comme décideur public, de s'adjoindre les groupes de citoyens, ne pas les voir comme des groupes de pression. Moi, je déteste ça, étant donné que je viens du milieu communautaire, puis j'ai fait de la représentation citoyenne pendant 15 ans avant d'être de l'autre côté de la barrière, mais de les voir comme des alliés. La population a envie de mettre l'épaule à la roue, a envie de savoir c'est quoi la direction des administrations locales, puis il y a plein de manières de faire ces projets-là de manière connectée. Merci, c'est très complet, M. Murray. Je vous dirais, chez nous, on a adopté une politique de ville nourricière il y a quand même quelques années, donc ça remonte à 2016 précisément. Et puis, on est en train justement de mettre en place certains éléments en accord avec cette politique de ville nourricière. À Saint-Boulon, entre autres, nos plates-bandes, ils sont comestibles en bonne partie. Donc, évidemment, durant la période où ça pousse très, très fort, quelque part à partir du mois d'août, du mois de septembre, donc nos gens des travaux publics récoltent le produit et l'amènent justement au centre d'action bénévole des petits bonheurs chez nous qui en font en partie des cuisines collectives. Donc, on s'en sert pour
pour des aliments au bénéfice des citoyens. L'autre chose, c'est que la ville de Saint-Bruno possède 65 hectares, donc de terres agricoles, et qu'on est en train justement de transformer en partie, avec l'aide justement financière de la CMM, en partie, on va transformer dans un premier temps 12 hectares en agriculture biologique, qui va être mis à la disposition de la relève agricole. Donc, ça fait partie aussi de notre volonté. Puis, on a 260 hectares que j'appelle notre zone agrobiologique, qu'on voudrait bien là, mettre aussi en valeur. Et on parle même de production animale à terme, éventuellement, dans ce secteur-là. Donc, c'est une volonté, bien sûr, de faire en sorte que nos communautés soient de plus en plus résilientes, entre autres au niveau de la capacité de produire localement une partie de ce qu'ils consomment et favoriser aussi, à travers notre marché public estival, les petits producteurs. Les gens nous demandent tout souvent, mais on nous dit, ben oui, mais c'est une production locale. Oui, c'est une production locale. Pour moi, quelqu'un qui produit pas très loin de Saint-Bruno et qui, chaque fin de semaine, vient vendre ses produits, donc produits dans des conditions qui sont facilement identifiables. Mais pour moi, c'est de favoriser la production locale parce que ces gens-là, on n'a pas la capacité d'atteindre les grands marchés, étant donné le niveau de production. Donc, le marché public devient un outil très intéressant et ils ont d'excellents produits biologiques pour la plupart. Donc, c'est une des façons aussi qu'on peut faire et qu'on doit aussi renforcer suite à la période de pandémie. Et l'été passé, vous savez, quand notre marché public, on l'a ouvert, ça a été un petit peu difficile. Les gens avaient des craintes quant à l'impact de la pandémie puis de la proximité. Mais les ventes n'ont jamais été aussi élevées que l'an passé. Donc, les gens avaient besoin de sortir, les gens avaient besoin de consommer des produits frais. Et s'il y a un élément qui va rester dans la tête des gens maintenant, suite à la pandémie, c'est de consommer de plus en plus local et aussi de plus en plus traçable en termes de production et bien sûr dans le dispositif biologique. Merci beaucoup. On a une prochaine question qui s'adresse à M. Elagos. Alors, on a une auditrice qui est très intéressée par la mise en place d'une taxe carbone et la création de fonds verts à Laval. Est-ce qu'il y a des ressources, des contacts, la documentation auxquelles on peut avoir accès pour s'en inspirer et reproduire ça ailleurs? Oui, avec plaisir. Donc, les contacts peuvent être avec le service de l'environnement que je peux mettre en contact la citoyenne ou le citoyen qui pose la question si on lui transmet mes coordonnées. Oui, parce que ce sont des calculs un peu sophistiqués que je ne pourrais pas expliquer, mais c'est en fait en fonction de la quantité de CO2 que la construction peut dégager par sa présence. Donc, on a des calculs, donc on fait un prix à ça, puis ça permet de financer, comme je disais, notre fonds. Mais avec plaisir, si la personne veut communiquer avec moi, je ferai le nécessaire. On va s'assurer de faire le lien justement avec l'auditrice. C'est bon de pouvoir inspirer les autres comme ça. Dernière question qui s'adresse, je pense, à M. Normand. Est-ce que les travaux pour le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et le futur PEMAD seront réalisés en même temps? J'imagine qu'on parle de cohérence ici. M. Normand? Ben, tu sais, si on part avec le futur PEMAD, je ne pourrais pas dire que l'échéancier est arrêté. Ce qu'on souhaite présentement, puis l'angle qui a été pris par la CMM, c'est de dire plusieurs des objectifs du PEMAD ne sont pas atteints. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible et les atteindre d'abord avant d'en créer de nouveaux. Ceci dit, comme on le mentionnait, mes collègues l'ont mentionné, il y a toujours un consensus. Le consensus initial au PEMAD a été très dur à arracher. Puis je pense que 10 ans plus tard, on s'en rappelle, 10 ans plus tard, on se rend compte des bénéfices puis que c'était absolument nécessaire. Puis le consensus n'a fait que croître au fil du temps. Fait comment s'opérera sa révision? Quelle forme cela prendra? Sur quel échéancier? C'est pas clair pour l'instant. Ceci dit, le PUM, le plan d'urbanisme de Montréal, lui, sa réflexion est bien entamée. On vient de nommer au comité exécutif une nouvelle responsable, Sophie Moserol, qui a ça entre les mains. Donc, je pense que c'est peut-être plus concret, les étapes qui mènent à la révision du PUM, puis nécessairement, c'est enchâssé dans la loi, hein, c'est hiérarchique. Le plan d'urbanisme de Montréal réfère au schéma qui réfère au PEMAD, donc nécessairement les objectifs seront conséquents, oui. Ça, je pense que c'était le morceau de la réponse qui était le plus attendu. Donc, c'est ça, c'est fait en prenant en compte les objectifs qui sont faits à l'échelle métropolitaine. Merci beaucoup, merci, messieurs. Monsieur Murray.
En fait, avant qu'on l'oublie, je pense que j'ai un dernier message à passer. Vous savez, on a parlé beaucoup de trame verte. En fait, on a parlé beaucoup. On a quand même parlé de la trame verte et bleue, de l'objectif de 17 %. Actuellement, on est autour de 10 % et on fait du surplace. Il faut absolument que les villes aient les pouvoirs habilitants pour permettre justement d'accroître ce pourcentage-là. Et cela passe, je vous dirais, parce que le gouvernement du Québec doit accepter de permettre aux municipalités d'avoir le droit d'exproprier sur la base de la valeur marchande. Nous, actuellement, on a des poursuites à Saint-Bruno pour 2 terrains, en fait, qui totalisent peut-être 26 hectares, et les poursuites sont au-delà de 35 à 37 millions de dollars. Et bien sûr, on est en cours présentement, les frais sont énormes. Donc, pour quelque chose qui nous apparaissait là un peu normal. Donc, on est dans cette optique-là. Et si on veut absolument atteindre cet objectif-là, il faut nécessairement que les villes aient le pouvoir d'agir. Autrement, ça devient inatteignable. Et plus on va s'approcher de cet objectif-là, comme je le disais en début de cet atelier-là, plus ça va devenir onéreux et pour éventuellement préserver. Il y a une frénésie actuellement au niveau des promoteurs immobiliers. Tout ce qui est boisé, tout ce qui est espace qui pourrait éventuellement être constructible, on se démène pour le construire au plus vite et pas nécessairement dans les meilleures conditions possibles et dans l'intérêt, bien sûr, de nos collectivités respectives. L'autre élément aussi qui serait bien, que Montréal a déjà le droit de préemption, donc c'est-à-dire la possibilité pour les villes éventuellement d'être le premier avisé d'une vente d'un terrain ou d'un immeuble pour que l'on puisse éventuellement avoir le droit d'y renoncer ou de l'accepter. Donc, pour moi, c'est un pouvoir qui n'enlève rien à personne, comme le droit d'expropriation à la valeur marchande, c'est la même chose. Donc, on n'enlève rien à personne, mais on paie selon la juste valeur marchande dans un cas, et dans un deuxième cas, on a la possibilité éventuellement de faire une offre sur un terrain qui nous apparaît tout à fait indispensable pour la suite des choses, notamment dans l'aménagement du territoire. Voilà, c'est le message que je voulais passer. C'est un message très important. Donc, on a énuméré plusieurs éléments de solutions, justement, pour nous aider dans cette urgence climatique, dans la résilience et l'adaptation. Entre autres, donc, je sens des outils qui existent déjà qui ne sont pas, qui ne coûtent rien à mettre en place de la part du gouvernement du Québec avec cette loi sur l'expropriation et la juste valeur marchande, le devoir de préemption, le droit de préemption qu'on a à Montréal, cette éducation qu'on doit faire auprès des citoyens qui est vraiment la clé pour les prochaines années, la prise en compte des particularités que chaque municipalité a aussi dans ce qui va être élaboré dans la stratégie d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Et enfin, l'importance de la collecte de données, vraiment pour savoir justement le plus précisément possible intervenir, donc connaître notre territoire comme ça. Donc, beaucoup de possibilités ici pour nous aider à passer à travers ces crises-là et affronter justement ce grand chantier de la lutte au changement climatique. Je vous remercie infiniment pour votre générosité, messieurs. Vraiment, ça a été ça donne beaucoup d'idées pour la suite. Et la semaine prochaine, donc, on va faire une pause de nos matinées et le prochain rendez-vous sera le 21 mai et le thème sera les limites administratives du Grand Montréal. Alors, on va aborder l'enjeu de la représentation et de la coordination des pouvoirs publics à différentes échelles d'intervention, un sujet qui promet d'être fort animé. Et ça va être la même formule qu'aujourd'hui. Alors, 4 élus qui vont apporter leur éclairage sur ce thème-là. Alors, nous aurons avec nous Madame Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, Madame Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, Monsieur Guy Pilon, maire de Vaudreuil, et enfin, Monsieur Patrick Melchior, maire de Farnham. Et pour assister au webinaire de l'Agora, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site, vous inscrire et c'est gratuit. Vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus. Alors, au nom de la CMM, je vous remercie infiniment pour ce temps passé avec vous aujourd'hui et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.